nous, quand on interviewait les familles, on ne voulait pas être dans la pièce où la maman ou le papa témoignait, on était dans le couloir avec des écouteurs. Et le fait d'entendre la maman ou le papa témoigner en étant à distance, les entendre pleurer, sangloter, mais comme rarement j'ai entendu des personnes, des hommes et des femmes sangloter, ça nous a provoqué des crises d'émotion, mais d'une violence incroyable. C'est-à-dire que par moments, nous-mêmes, on était obligés de dire stop, Oui. parce qu'on avait les sanglots qui remontaient, parce que c'était tellement dur, c'était tellement violent. Salut, bienvenue dans Confidence. Mon invité cette semaine, c'est un grand reporter. Il enquête notamment depuis près de 10 ans sur la prostitution des mineurs en France. On va voir que c'est un phénomène qui ne cesse de grossir. 20 à 30 000 mineurs seraient concernés. On va en parler avec lui. Cette enquête, elle est menée par Claude Hardide, qui est en face de moi. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Claude, on va dire que vous êtes un grand reporter au long cours, puisqu'on a chez vous du envoyé spécial, c'est ça, complément d'enquête pour les grandes marques de France Télévisions. Les sujets sont très divers. On vous a retrouvé sur la maltraitance animale et l'association L214. C'est vous qui avez fait émerger un petit peu ce problème en France. Le casse du siècle, alors pas celui de Nice, mais celui de Toulon, 3 fois plus important en 92. On a aussi Rocancourt que vous avez suivi. C'était quoi cette affaire avec Rocancourt ? Rocancourt, c'était à la fois extraordinaire, d'une grande banalité, parce qu'on l'a rencontré, il habitait à Rouen à l'époque, et on lui a proposé de faire d'abord un livre, et puis le livre ne l'intéressait pas, parce qu'il en avait déjà fait, que donc c'est pas pour lui, c'était pas une belle aventure. Ouais. Il voulait qu'on voit sa tête à la télé. On rappelle que Rocancourt, c'est l'arnaqueur des stars. Oui, c'est l'arnaqueur des stars, Ouais. C'est Los Angeles, Hollywood, c'est Paris, il a arnaqué toute la Suisse, il a arnaqué les plus grands banquiers, les plus grandes stars, des gens d'ailleurs de la vie de tous les jours aussi. Et puis, quand il a compris qu'en fait, on allait parler de lui, ouais, que ce soit en bien ou en mal, il m'a dit « Ok, je fonce ». Et puis après, on l'a présenté à l'état-major de Canal. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on devait faire un documentaire de 110 minutes, qui est déjà énorme. Ouais, effectivement. Et ce documentaire s'est transformé en 110 minutes et 120 minutes, c'est-à-dire 240 minutes. Je crois que c'est la série documentaire la plus importante de Canal. Et puis, on a eu, entre guillemets, la chance de travailler avec un réalisateur de cinéma, Olivier Mégaton, qui était plus connu à Hollywood qu'à Paris, puisqu'il avait tourné Taken 2, Taken 3, avec des scores d'entrée. Blockbuster. Ouais, un blockbuster, ouais. Et puis, avec des centaines de millions de spectateurs partout dans le monde. Et Mégaton, il avait une particularité, c'est qu'il me laissait tout faire. Il avait une façon de mettre en image qui était absolument sublime, mais moi, il fallait que je rentre dans le cerveau de Rocancourt pour savoir qui était vraiment ce personnage. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette enquête ? 18 mois, et puis, mais on a tourné un peu partout. On a tourné aux États-Unis, à San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas, on a tourné à New York, on a tourné à Paris, on a tourné en Suisse. Parce que partout où il a arnaqué des gens, des stars, on se déplaçait. Et ce qui était extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est que les gens qu'il avait arnaqués gardaient plutôt un bon souvenir de lui, parce qu'ils considéraient que c'était le Frenchie, beau gosse, sympa, drôle, et qu'ils disaient on a perdu du fric, mais au moins on s'est amusé avec lui. Alors que parfois on perd du fric et qu'on détruit notre existence, alors que lui on s'est marré pendant 2 mois, 3 mois, mais sur des sommes qui étaient colossales. Oui. Là on parle de millions de dollars ou de millions de francs de l'époque, etc. quoi. Donc voilà, ça ce sont quelques-uns des grands reportages, des grandes enquêtes que vous avez menées. Et puis depuis 10 ans, depuis un peu moins de 10 ans, 2017, vous vous intéressez à la prostitution des mineurs. Comment vous êtes entré sur ce genre de sujet ? Alors, c'est d'une affligeante banalité et en même temps très curieux. C'est-à-dire que c'est une jeune journaliste qui s'appelle Nadège Hubert, avec qui je continue de travailler aujourd'hui, puisqu'on fait un autre film sur la prostitution des mineurs, qui vient me voir et qui me raconte qu'en fait, il y a des gamines de tous milieux sociaux qui se prostituent dans les collèges et que ce sont des adolescentes qui ont 13, 14 ans, qui sont plutôt d'origine sociale assez élevées, et qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui les loverboys, c'est-à-dire de leurs petits amoureux, et qu'elles pratiquent des fellations, soit dans les toilettes des collèges. Et là, tout de suite, je me dis, mais c'est quoi cette histoire, 13, 14 ans, etc. Parce que la prostitution, on est en 2016, donc ça fait 10 ans pile.
La prostitution, pour nous, c'est les réseaux africains, les pays de l'Est, c'est l'Amérique latine, le Brésil, etc., le Mexique, mais rien à voir avec des gamines franco-françaises. Et puis là, on commence à tirer le fil et on comprend que quand on appelle les collèges, les lycées, on parle de collèges, hein, de lycées, etc., c'est l'omerta tout de suite qui frappe. C'est-à-dire, on ne veut rien vous dire, mais vous sentez qu'on sait dans ces On a des renseignements par des pions, par des assistantes sociales, par des infirmières scolaires, etc., qui nous disent on a de plus en plus de gamines qui se prostituent soit à l'intérieur des établissements, soit à proximité immédiate des établissements scolaires, etc. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, nous, on va procéder de façon classique, on va voir les profs, on va voir les chefs d'établissement, les infirmières scolaires, etc. Et là, boum, le mur se crée un mur entre les autorités des établissements scolaires et nous. Et là, on se dit, c'est quand même assez curieux, puisque les infirmiers nous ont parlé, les assistantes sociales, on a des profs qui, du bout des lèvres, nous disent, oui, dans notre collège, on connaît des gamines qui ont 13, 14, 15 ans, etc. Et donc là, on commence à tirer les fils, on se dit, il y a anguille sous roche. On va voir une association qui fait un travail extraordinaire encore aujourd'hui, qui s'appelle l'ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Et là, c'est le dernier recours pour les parents. C'est-à-dire que c'est une association qui est implantée à Paris. Et quand les parents sont passés par tous les stades, c'est-à-dire les éducateurs, les flics de la brigade des mineurs, les juges pour enfants, les juges des affaires familiales, et que rien n'évolue, et que les gamines continuent de se prostituer, de fuguer, je rentre chez moi, je repars, je reviens, je repars, etc., le dernier endroit où vous pouvez trouver un refuge et vous savez qu'on va vous écouter, c'est l'association Agir contre la prostitution des mineurs. Voilà. Et là, on y va. Et la présidente de l'association, Armelle Le Bigot, nous dit voilà, on va vous présenter des parents qui sont au bout de leur vie. Et donc, alors, c'est comme ça que vous arrivez à approcher les familles. Ouais. Okay. Le terme n'est pas approprié, mais ça s'est passé un peu comme ça, parce que c'était un documentaire pour France 5. Et donc, France 5 nous avait dit, qui avait dit oui tout de suite d'ailleurs. Dans le cadre du magazine Le Monde en face, en 20 minutes, Sophie Etchegaray, qui est toujours d'ailleurs à la tête des documentaires de France 5, nous dit oui. Elle est un peu surprise parce que, comme nous, elle pense que la prostitution, c'est plutôt les réseaux étrangers. On dit non, Sophie, c'est des gamines bien de chez nous, bien propres sur elles, etc., avec des familles qui sont plutôt argentées. C'est ça, parce que c'est une première idée reçue qu'on peut avoir, ce sont des familles défavorisées, des enfants de familles défavorisées qui se lancent dans la prostitution, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et France 5 nous dit, bon, tombez pas dans le panneau, la misère sociale, les quartiers pauvres, l'insécurité dans ces quartiers, etc. Bon, et donc nous, on fait une espèce, entre guillemets, de casting, et là, on voit arriver une dizaine de familles. Et donc, parmi ces familles, je m'en souviens toute ma vie, il y avait une médecin généticienne, il y avait une bibliothécaire d'une grande bibliothèque de la banlieue parisienne, il y avait une assistante de direction d'une entreprise internationale, il y avait un chef d'entreprise, et puis il y avait une autre femme qui s'occupait de social et qui nous a dit « mais moi je suis confronté au problème de ma fille qui avait 13 ans à l'époque ». Mais comme ma fille me présente ses copines, je connais 5, 6, 7 jeunes filles qui ont le même âge et qui se pratiquent la prostitution. Et toutes ces familles étaient au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à faire en sorte que, d'abord à comprendre pourquoi leur gamine était tombée dans la prostitution. Elles n'arrivaient pas, c'est-à-dire que pour elles, c'était le ciel qui leur tombait sur la tête. Elles n'arrivaient pas à trouver... En gros, elles avaient des relations plutôt normales avec leur fille jusqu'à présent. Alors oui et non, parce que c'est facile pour nous de dire ça, mais je me souviens toujours des premières familles. On va chez une famille notamment, c'était dans la banlieue parisienne, dans un très très joli pavillon, donc une très très belle maison, et la gamine avait commencé à se prostituer à l'âge de 12 ans. Et donc 12 ans. Et très jeune. La moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 13 ans, hein, vous dites. Oui, 13 ans et quelques mois. Beaucoup plus jeune aussi. Alors qu'il y a 10 ans, en 2016, c'était 15 ans. Ouais. Et donc, c'est la mère de cette gamine-là, qui avait 12 ans, elle nous fait entrer dans la chambre de sa fille qui avait fugué. Et elle nous dit, j'aurais dû comprendre, parce que d'abord, ma fille passait des heures et des heures la nuit devant son ordi, et puis je me suis dit, bon, c'est des gamins, ils ont l'habitude. C'était pas encore tout à fait l'explosion des réseaux sociaux.
2, elle me dit elle a changé de tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'elle commençait à porter des t-shirts très courts, elle achetait des strings, elle achetait des bas jartelles, enfin jarretières, je ne sais plus comment on dit. Ouais, qui n'était pas Et 12 vraiment ans, adapté à 13 ans, son mais âge. elle se dit, bon, ça va passer, il ne faut pas. Troisième chose, c'est vraiment un point d'indication absolu, la chute des résultats scolaires. C'est-à-dire que cette gamine qui était brillante au premier trimestre, d'un coup, elle se retrouvait en bas de la classe, c'est-à-dire qu'elle avait des notes qui étaient très très faibles, avec un absentéisme. Et la quatrième chose qu'elle avait remarquée, c'est la façon de manger qui était radicalement différente. C'est-à-dire que soit elle était boulimique, soit elle était Anorexique. anorexique. Alors, elle a remarqué ça sur plusieurs mois, mais quand elle a fait le compte de tout ce qu'elle a vu chez sa propre fille, elle s'est rendue compte qu'en fait, si elle avait été un peu plus attentive avec son mari, elle aurait compris qu'il se passait quelque chose de dramatique. Mais c'est toujours le même parcours, c'est-à-dire que les autres parents qui ont accepté de témoigner, et pour eux, c'était le documentaire de France 5, c'était presque une bouée de sauvetage. Parce qu'à la fois, ils voulaient faire savoir ce qui leur arrivait, parce que c'était encore en cours, donc ils voulaient témoigner. Ça leur faisait du bien, c'était comme une espèce de catharsis, une thérapie. Et puis, ils disaient, mais vous êtes les derniers à pouvoir nous aider. Et donc là, de fil en aiguille, on s'est installé carrément chez ces familles, mais pendant des mois et des mois, à pouvoir les interviewer. Ce documentaire à l'époque s'appelait Jeunesse à vendre. Jeunesse à vendre, ouais, 70 minutes, dans le cadre du magazine Le Monde en face. C'est une case qui existe toujours. Et puis, on a passé beaucoup de temps avec ces familles, d'abord pour préparer les interviews, pour trouver des lieux adéquats. Alors, soit c'était chez eux, soit on trouvait des appartements qui ressemblaient aux appartements qui étaient les leurs. Ils acceptaient de témoigner, mais il ne fallait pas qu'on voit leur visage. Donc nous, on refusait de flouter parce que c'était très moche. Donc on se débrouillait pour faire un système de mise en image qui était très esthétique. Et puis, il s'est passé une sorte de, comment dirais-je, de miracle à tous les sens du terme, mais un miracle qui était à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que le son, leur voix prenait une importance capitale. Et je vous dis ça parce que nous, quand on interviewait les familles, on ne voulait pas être dans la pièce où la maman ou le papa témoignait, on était dans le couloir avec des écouteurs. Et le fait d'entendre la maman ou le papa témoigner en étant à distance, les entendre pleurer, sangloter, mais comme rarement j'ai entendu des personnes, des hommes et des femmes sangloter, ça nous a provoqué des crises d'émotion, mais d'une violence incroyable. C'est-à-dire que par moments, nous-mêmes, on était obligés de dire stop, parce qu'on avait les sanglots qui remontaient, parce que c'était tellement dur, c'était tellement violent. Pour les interviewer, vous étiez en phase 2 ou vraiment tous dans ce couloir? Oui, on était. Alors, il y avait notre chef opérateur, qui était co-réalisateur, qui tournait vraiment dans la pièce et qui filmait, donc il était à la proximité immédiate. Et nous on était dans le couloir, mais on était à 2 mètres avec des oreillettes et on écoutait. Ou parfois, quand on sentait qu'on pouvait le faire, pour être très proche des mamans, un jour, une maman a dit « Non, je veux être avec vous ». Parce qu'elle témoignait avec sa propre fille. Et donc, nous, on avait fait un plan très serré de la maman et de sa fille qui avait 14 ans. Je m'en souviens toute ma vie. Elle se tenait par la main. La gamine avait une photo de sa mère dans la main en disant « J'ai fait souffrir ma mère, regardez comme je l'aime ». Elle n'arrêtait pas d'embrasser sa photo. Et nous, on était là à 1m50. C'était bouleversant. Bouleversant. Donc, en fait, vous avez eu ce rôle de réconcilier quelque part des enfants avec leur famille. Vous pourriez dire ça ou pas? Alors, je crois que franchement, pour être sincère, on les a réconciliés, mais on n'imaginait pas, nous, que ces réconciliations n'allaient pas durer. Parce que tout ce qu'on a fait, notamment avec cette maman qui tient la main de sa fille qui embrasse sa mère, qui dit « Maman, plus jamais je referai ça, plus jamais ». Parce qu'elle avait fugué, elle était partie en Espagne, elle avait été séquestrée, elle avait été battue, elle avait été violée, évidemment. Et donc, nous, on croit, parce que c'est bouleversant. Ça, je crois que ça conclut le film. Sauf que 15 jours après, parce qu'on a toujours gardé des relations avec ces parents-là, on a appelé la maman et on lui dit « Comment va votre fille ?» Elle me dit « Elle est repartie et je ne sais pas où elle est. » Incroyable. Et donc, pareil avec une autre famille, dont la maman était bibliothécaire, le papa était ingénieur en informatique. Et on fait un témoignage du papa et de la maman et on sent que là, il s'est passé quelque chose de très positif. Et qu'en fait, la gamine va rester chez elle. Et en fait, non. 15 jours après, elle est repartie, elle a écrit, je l'ai gardée,
Elle a écrit comme comment dirais-je, une espèce de roman où elle raconte tout en 50 pages, mais tout dans les moindres détails. Ses souffrances, les addictions, la drogue, le viol, la prostitution, les mecs qui la contraignaient, mais en même temps elle disait qu'elle aimait ça. C'était une 50aine de pages, c'était un véritable livre. Il y a de la violence et en même temps, Ouais. elles y retournent. Ouais, Comment on explique ça? Et comment elle l'expliquait, elle, dans sa lettre? Les addictions. C'est-à-dire que parce que ces gamines, elles croient toujours qu'elles vont pouvoir se prostituer entre elles, entre copines. À 12-13 ans, on en a rencontré beaucoup. Hein. Il y a 10 ans, on a rencontré beaucoup en disant on faisait ça pour l'argent, pour le fric. Elles nous amenaient dans les endroits où elles s'achetaient des sacs à 600 €, des jeans à 400 €. Où elles commençaient à faire de la chirurgie esthétique à 13-14 ans. Au départ, pour toutes, c'est l'appât du gain qui les guide. C'est à la fois l'appât du gain, gagner du fric, flamber, parce qu'elles gardaient jamais leur fric. Hein. Il fallait rentrer dans un magasin et flamber 1000 €, etc. Et en même temps, pardonnez-moi l'expression, c'était dire merde à la société, parce qu'on s'est rendu compte après que toutes ces gamines, sans exception, elles avaient été victimes de quelque chose auparavant. Soit d'un viol, soit d'un viol incestueux, soit d'une agression sexuelle, soit de harcèlement. Et que donc, toutes ces gamines, mais on l'a compris longtemps après, et on le comprend encore plus davantage, que le phénomène s'est amplifié, enfin, il a été multiplié par 10. Au départ, sont des victimes. Oui, ce sont toutes des victimes, toutes. Et quand on va avec ces gamines, on sentait qu'il y avait à la fois je t'emmerde, je fais ce que je veux de mon cul. Et une fragilité. Mais en même temps, une fragilité, parce qu'on sentait par moments qu'elle se mettait à pleurer, qu'elle détournait le regard, et qu'elle fuyait, et qu'elle fuguait en même temps. Bon, mais il faut comprendre que ces gamines-là, là je parle du doc il y a 10 ans, Jeunesse à vendre, elles étaient désocialisées, déscolarisées, défamiliarisées, et qu'elles rentraient dans des milieux qui étaient des milieux de petits proxos, de petits boyaux. Alors, ce n'était pas des mafieux, ce n'était pas des macs de grande envergure, etc. Mais c'est des mecs qui abusaient d'elles et qui avaient compris. Une gamine de 12 ans, c'est une enfant, hein, 13 ans. Qui avait compris qu'en fait, la meilleure façon de les placer sur leur emprise, c'était de leur donner de la drogue, de l'alcool. Alors au départ, je parle d'il y a 10 ans, c'est de l'alcool, du shit, de la cocaïne. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, 10 ans après, quand on a repris notre enquête pour notre livre, le film qu'on est en train de tourner aujourd'hui, c'est le shit, l'alcool, cocaïne, le protoxyde d'azote qui n'existait pas il y a 10 ans, mais en masse, c'est ce qu'on appelle les bonbonnes. Toutes les gamines en prennent. Et puis, et c'est ça qui est très, très, très angoissant, qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est les drogues de synthèse. Et quand les gamines n'ont pas d'argent, on en a rencontré à Marseille il n'y a pas très, très longtemps, et ça nous a fait un peu péter les plombs, parce qu'on s'est vraiment... on est presque devenus, pas copains, c'est pas le terme, mais ce sont devenues des jeunes filles qu'on a voulu protéger, parfois malgré elles. Et il y en a une d'entre elles qui nous a dit « J'ai tellement peu de fric, mais j'en ai tellement besoin que je suis tombé dans le crack ». Et là, je dis, là, il va pas... On l'appelle Clara dans le livre, peut-être dans le doc. On lui a dit, Clara, c'est pas possible. Le crack, c'est la drogue des zombies. Il me dit, oui, mais quand tu as été violé 10 fois en 24 heures, la seule façon de t'en sortir, c'est de prendre du crack. Ouais. Est-ce qu'elles se maintiennent dans cette situation ou est-ce qu'elles sont forcées à le faire? Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez comment ça démarre. Au début, j'imagine qu'elles le font un peu, effectivement, par rébellion à la société. Mais ensuite, à quel moment elles sont vraiment dans un étau où elles ne peuvent plus... elles n'ont plus leur liberté? Alors, au départ, alors, il faut comprendre qu'à aucun moment... Ouais. Ces 7-8 gamines qu'on a interviewées, bon, il y en a 5 qu'on a gardées dans la jeunesse à vendre. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais à aucun moment, ces gamines se considèrent comme des prostituées. Elles n'utilisent jamais le terme, ni pute, ni prostituée, ni même escort girl. Elles n'en ont pas conscience du tout C'est pas qu'elles n'en ont pas conscience, mais comme elles n'ont plus aucune... Comme elles ont été violées ou agressées, ou il y a eu des viols incestueux, elles ont perdu toute estime d'elles-mêmes. C'est-à-dire que leur corps n'existe plus. Elles se désociabilisent et elles se déresponsabilisent et le cerveau, à un moment donné, il part ailleurs. On a une jeune fille qu'on a interviewée qui nous dit, pardonnez-moi, mais si j'utilise exactement ces termes, dit « quand je baise, c'est pas moi, c'est une autre. Je me vois... » Et elle utilise l'image, et c'est presque de la schizophrénie. Ouais. Elle se voit par-dessus. Je suis en haut et je me vois et je me dis « c'est pas moi, c'est une autre qui fait ça ». Et donc, elles ont tendance à se désociabiliser. Mais il y a ce...
à se dissocier psychologiquement et physiquement. Mais pour répondre à votre question, au tout départ, quand on les interroge, c'est 2-3 copines, elles se disent, tiens, on va se faire un peu de fric, etc. Et puis, elles commencent à se prostituer 1 fois, 2 fois, 3 fois dans les toilettes d'un collège, et puis à la sortie du collège, et puis après une soirée un peu arrosée avec du shit, etc., quoi. Mais très, très vite, elles tombent sous l'emprise de mecs. Alors, à l'époque, ils avaient 19, 20, 21, 22 ans, c'est-à-dire des types qui deviennent des proxos, qui reconnaissent d'ailleurs jamais le rôle de proxo. Ils disent non, on les aide, elles font du fric, on partage, on les sécurise, on leur donne à manger, on leur trouve des logements pour faire ça, etc. C'est eux qu'on appelle les loverboys. Ouais. Alors, ouais. loverboy parce qu'ils donnent l'impression au début d'être leur petit ami. Ouais, parce que c'est mon petit copain, il m'a demandé de pratiquer une fellation dans les toilettes d'un collège, je l'ai fait 1 fois, il a pris un billet de 20 €, et puis une 2e fois, puis une 3e, puis une 4e, puis après ça devient de la prostitution, quoi. Et après elles sortent du collège, elles le font à l'extérieur, elles font ça dans des soirées, et puis elles n'ont pas conscience. Sauf que tant que c'est le loverboy, petit amoureux, etc., mais qui a compris qu'il devient un proxo, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, hein, et que ensuite on passe au stade supérieur, c'est-à-dire des proxos, notamment qui viennent de plus en plus du narcotrafic, et qui se rendent compte que ces gamines sont des proies, qu'elles sont sans défense, que la plupart du temps elles sont fugueuses, que les familles ne sont pas là. Très souvent, mais pas tout le temps, ce sont des gamines qui sont placées dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, et que, moi c'est ce que je me tue à répéter tout le temps, que ces gamines-là qui sont dans des foyers, à partir de 22h, 23h, elles peuvent quitter le foyer et personne n'a le droit de les retenir. Le droit de contention, le droit de rétention n'existe pas. Même pour des mineurs. Même pour des mineurs de moins de 15 ans. Donc nous, on s'est pointé avec ma consoeur Nadia Jubert devant des foyers à Marseille, hein, et puis dans la grande métropole, Ciotat, Cassis, du côté de Toulon, à Nice. On voyait les gamines pomponner, sortir à 23h. Ouais. On voyait c'était pas drôle, on voyait le surveillant de nuit qui était en train de jouer aux jeux vidéo, qui ne voyait même pas que les gamines étaient en train de se barrer, et qui sortait... de toute façon n'aurait eu aucun droit de lui dire « reste là ». D'autant plus que c'était un surveillant de nuit. Et donc, elle sortait, il y avait des voitures, des bolides, alors des Mercedes, des Audi 400, machin, etc. Elle montait dans la voiture et puis elle se barrait. Alors, qui sont les clients, 2-3 jours. Parce qu'on se pose la question, quand on sort du collège, des toilettes dont vous parliez, etc., où on se dit, ils sont entre ados, après, ce sont des adultes, ils voient bien, parfois qu'elles ont 12, 13 ans. Mais ils s'en foutent complètement. Pour elles, c'est de la marchandise, c'est de la viande. Moi, j'ai rencontré un jour un proxo, il me dit, moi, j'en ai rien à foutre, ces gamines, elles prennent un petit billet... Je ne suis pas proxo, elles font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, c'est totalement faux. Hein. Parce que, encore une fois, on va y venir, ça a empiré. Et donc, ce qui est dramatique, c'est que quand vous allez dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, vous savez qu'à partir de 21h30, 22h, il n'y a plus d'éducateurs, d'éducatrices, qui sont remplacés par des surveillants de nuit qui sont là mais pour veiller à ce qu'il n'y ait pas un incendie qui foute le feu à la maison. Et que donc ces gamines, elles sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent. Et un jour, j'étais sur un plateau de France 5, dans C'est à vous, à côté du procureur de la République, Nicolas Bessonne, et on parlait justement de la protection des mineurs, c'était il y a 1 an. Hein. Ouais. Et le procureur de la République, il me dit, mais monsieur Ardid, on n'a pas le droit de retenir ces gamines-là. Un foyer n'est pas une prison, mais parce que c'est illégal. D'accord. C'est illégal. Donc ces gamines, elles sortent, elles reviennent, et donc nous, on a fait des interviews avec ma consoeur il y a 10 ans, et puis pour le livre qui est sorti l'année dernière, Corps perdu, et puis les référents, les cadres de la zone nous disaient, mais ces gamines, elles rentrent au bout de 2-3 jours, on sait qu'elles ont fait 40 passes, qu'elles sont allées dans des hôtels miteux, que vous avez des Airbnb, on sait qu'elles sont fracassées, qu'elles ont ramené des MST, maladies sexuellement transmissibles, mais nous, on est là pour soit qu'elles voient un psychologue, soit un médecin, soit un gynécologue, on leur donne à manger, elles se reposent, et puis ça s'arrête là. Nous, on n'a aucun droit. Pareil, quand vous allez enquêter dans les collèges, les lycées, vous dites l'omerta dont on parlait tout à l'heure de l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que les patrons de lycée, les proviseurs savent et ne disent rien, ou est-ce qu'ils ne voient rien ? Ah non, non seulement ils savent, mais ils voient tout. Mais mettez-vous à la place. Alors c'était il y a 10 ans, maintenant c'est différent. Hein. Mais ils savent qu'il y a des gamines qui se prostituent à l'intérieur de leur collège. Mais imaginez que d'un coup,
dans un collège, comme ça a été le cas du 16e arrondissement de Paris. En plus, c'était un collège privé catho, ou dans un collège du 15e arrondissement, ou dans une école privée catholique de Marseille. On a connu ça aussi à Toulon. Imaginez qu'on dit il y a 3 gamines qui se prostituent. Paf, Voilà. ça explose. La réputation de l'établissement. La réputation de l'établissement explose, et donc les chefs d'établissement, ils se disent mais on va pas, ça va devenir un fait divers à la une de tous les journaux, on va dire qu'on n'a rien fait, qu'on s'est tué, etc. Première chose. Deuxième chose, des profs, à l'époque, avaient très peur. Oui. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que c'est vrai ou ça n'est pas vrai? Est-ce qu'on va déclencher une tempête sans avoir les preuves? Ou est-ce que c'est la réalité? Et si c'est la réalité, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ça veut dire qu'il faut enquêter, il faut aller voir les parents, il faut les convoquer, il faut convoquer les élèves pour savoir la vérité. Il faut ensuite peut-être passer devant des enquêteurs, enquêtrices de la brigade des mineurs. Il faut ensuite peut-être aller voir un juge pour enfants. Donc, on met un mouchoir dessus. Ah ouais. Clairement. Et un jour, il nous est arrivé, on était en repérage, c'était la mairie de Paris, qui, dans une très belle salle de la mairie, de l'hôtel de ville, organise une réunion sur la protection des mineurs. Et donc là, on va arriver des profs, des éducateurs, des assistantes sociales, des médecins, des psys, tout le monde scolaire et parascolaire qui était là. Et donc, on nous dit, les caméras, vous les laissez, etc. Donc nous, on était là pour prendre des contacts avec les profs, les éducateurs, les chefs d'établissement, etc. Et là, extraordinaire. En l'espace d'une heure, on a 15 témoignages qui racontent que nous, on savait, mais par l'intermédiaire de l'association, la CPE, ou par l'intermédiaire des parents, ou des gamines, etc. Et là, les profs se lâchaient, les assistantes sociales se lâchaient. Je me rappelle, il y a une infirmière qui disait « Moi, j'en ai marre. Je vois des gamines qui me racontent qu'elles se font violer 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêter la langue de bois, arrêter l'omerta, c'est la loi du silence, ça va péter, ça va péter, ça va péter. » Nous, on se dit « Ah, enfin, ça bouge. » Ça bouge. Fin de la réunion, ça dure 3 heures, on a 15 témoignages. Donc on prend la caméra, on se met à l'extérieur de la salle et on va voir les gens qui avaient qui avaient raconté l'histoire de gamines qui se prostituaient. Il y avait des profs, il y avait une assistante sociale, il y avait une infirmière, il y avait un éducateur, etc. Et là, quand ils nous voient, on leur dit « c'est anonyme, on ne verra pas votre visage, on ne citera pas le nom de l'établissement, etc. » Silence absolu. C'est-à-dire qu'une heure plus tôt, tout le monde parlait. Ils avaient lâché les brides et puis c'était on cavale vers la vérité. Et là, c'était silence absolu. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et donc, on s'est un peu énervé. Et on a, avec Nadège Hubert, on a appelé tous les rectorats, toutes les inspections académiques de France en disant, voilà, on sait ce qui se passe à tel ou tel endroit, etc. Mais on a fait la Lozère aussi bien que la région parisienne, Marseille, que Bordeaux, Toulouse, etc. Et là, les seuls qui nous ont répondu, les seuls, savoir pourquoi, alors, à l'époque, ce n'était pas la région Occitanie, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est le département de la Lozère, qui est quand même le département le moins peuplé de France, et l'un des plus pauvres, qui nous a révélé qu'il y avait une trentaine de gamines du côté de Mende, et dans des petits villages qui se prostituaient, et qui étaient plutôt des gamines, des adolescentes de familles plutôt favorisées. Mende, c'est-à-dire 20 000 habitants, quoi. C'est la préfecture de la Lozère. Et là, on s'est dit quand même, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc nous... Et surtout, le phénomène prend une ampleur quand même assez importante. Là où on comprend que le phénomène prend une importance, c'est qu'on a la chance de travailler avec la brigade des mineurs de Paris, qui nous a ouvert ses portes. Et le patron de la brigade des mineurs de Paris, qui s'appelait toujours Vianney Dièvre, maintenant qui a grimpé dans la hiérarchie au ministère de l'Intérieur, nous dit, mais venez. Et donc, on le suit, caméra à l'épaule, on rentre, on voit les enquêtrices, les enquêteurs, ils sont 7-8. Tous n'ont aucune envie, c'est parler. Et là, ils nous disent, vous voyez, sur ces étagères-là, il y avait 5 dossiers, c'est que Paris, on ne parle pas de la banlieue parisienne. Il y avait 5 dossiers de prostitution mineure en 2014-2015. Aujourd'hui, on en a 100. 100. De 5 Pour à Paris, 100. c'est énorme. C'est colossal. Et là, on commence à ouvrir les dossiers, et on voit fils de pédiatre, filles de profs d'école, filles de machin, etc. On se dit, oula, établissement scolaire réputé, 15e, 14e arrondissement, 1er, etc. Et là, on commence à ouvrir les dossiers, et les flics nous racontent les histoires qui sont dans leurs dossiers. Il y a une histoire qui vous revient en tête, là, frappante.
Ouais, c'est une histoire d'une gamine qui était magnifique, qui avait 14 ans et qu'on suit, qui était interrogée par les enquêteurs, les enquêtrices de la brigade mineure. C'était des femmes surtout qui les interrogeaient. Elle est très hautaine, Ouais. révoltée. De quoi vous mêlez, je fais ce que je veux, mais quand même qui répond. Elle accepte de Ouais, répondre elle devant accepte la de caméra. répondre. Et à un moment donné, ouais, alors nous on filme. On filme à la fois les enquêteurs qui interrogent la gamine, on filme la gamine aussi. C'est un peu un match de... C'est un ping-pong. Et puis à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, l'enquêtrice dit on va voir le chef de la brigade des mineurs de Paris, la Vianney Dièvre. C'est un mec solide, rugbyman, qui a des origines du côté de Toulon. C'est vraiment pour ça qu'il a accepté, parce qu'il adorait le rugby, et que j'adorais le rugby, qu'il connaissait bien le Stade Mayol. Et il me dit, ah, si tu aimes, il m'avait tutoyé, si tu aimes le Stade Mayol, on va être copains. Et puis la gamine arrive, elle avait un sac Vuitton, ou je sais pas, Hermès, ou, enfin une grande marque. Elle était habillée très très court, des talons comme ça. Et puis il commence à lui poser des questions. Et les parents sont dans la salle d'à côté, en larmes. Parce qu'ils ont entendu le témoignage, en larmes. Ils ont lu les procès-verbaux. Et là, d'un coup, la gamine se lève, elle fixe le patron de la brigade mineure, Vianney, lui dit « Mais je vous emmerde, vous êtes un pourri de Condé, je fais ce que je veux de mon cul !» Et elle prend le sac et elle lui balance à la gueule. Quel âge, cette gamine? 14 ans. Mais on lui en donnait 3 ou 4 de plus. Ouais. Et puis elle s'en va, elle tourne les talons, et là, Vianney Dièvre, je dis « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il me dit « Mais qu'est-ce que je fasse ?» Il n'a aucun moyen de réagir. Il n'a aucun moyen parce qu'elle, rétention. en l'occurrence, elle n'avait pas de proxo. C'est-à-dire qu'elle se, entre guillemets, elle s'exploitait sexuellement toute seule. Okay. Elle aurait eu un proxo ou 2 proxos, etc. Ils auraient déclenché une procédure pénale. Mais là, ils avaient enquêté sur elle et ils voyaient bien que la gamine, elle faisait ce qu'elle voulait, quand elle voulait, où elle voulait, etc. Ouais. Et les parents, c'était des parents, alors, je ne sais plus, je crois que le père était chef d'entreprise, une petite entreprise de plomberie. On va les voir après, c'était des cadavres ambulants. Ils étaient livides, ils étaient, parce qu'ils ont entendu, ils ont vu, elle a raconté, ils ont lu les procès-verbaux. Qu'est-ce que ça donne dans les mois qui suivent? Est-ce que vous restez toujours en contact avec ces familles? On reste en contact et comment dirais-je, on vit le malheur avec eux parce que ces gamines, elles rentrent de fugue et elles repartent. Elles rentrent, elles repartent. Et vous imaginez... Je me souviens d'un papa, Thierry, un mec extraordinaire, qui passait sa vie à rechercher sa fille d'abord sur les réseaux sociaux, qui a engagé un détective privé. Je vous jure que c'est vrai. Il a engagé un ancien agent secret du Mossad pour retrouver sa fille. Parce que ces gamines, elles disparaissent. Incroyable. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement mobiles. Elle était dans la région parisienne, mais elle pouvait se retrouver 3 jours après à Montpellier, ou à Marseille, ou à Grenoble, ou à Saint-Étienne. Donc c'était la course, et c'était de la retrouver sur un réseau social. À l'époque, il y en avait 2. Oui, c'est quoi ces réseaux sociaux? C'était Viva Street et Coco déjà, et Wanos. D'accord. Ce sont des réseaux sociaux spécialisés, on va dire? Non. C'est comme le Bon Coin, mais vous avez une espèce d'icône... relation amoureuse, etc. Okay. Vous cliquez sur cette icône, relation amoureuse, et là, vous voyez défiler 100, 150, 200 photos de gamines. Et là, pareil, pas de contrôle? Aucun contrôle. Elle coche une case « je suis majeur ». Il n'y a aucune vérification, on ne demande pas le passeport, la carte d'identité. Et donc, elles étaient des centaines, mais c'était à gerber. C'est-à-dire que vous voyez des rousses, des blondes, des petites, des grandes, de toutes origines, etc. Vous avez le curriculum vitae, les tarifs pratiqués, les pratiques dans l'abomination, avec un numéro de téléphone portable. Et on savait, nous, à l'époque, que il suffisait aux clients d'aller sur ces sites-là, de décrocher le téléphone, les appeler et avoir un rendez-vous 24 heures ou 6 heures ou 12 heures après, etc. C'était abominable. On parlait de la police tout à l'heure, avec qui vous avez beaucoup travaillé, collaboré aussi. Ils arrivent à avoir une pression sur les clients pour assécher le marché, en quelque sorte? Non, c'est l'une des tares de ce système-là. Moi, je n'ai pas peur d'utiliser le terme. En 2017-2018, nous, on est assez naïfs. On se dit, les clients, ils vont commencer à déguster. Il y a une loi qui sort, qui pénalise les clients de peine de prison, voire d'amende, enfin les deux, très lourdes. Puis c'est du détournement de mineurs. Oui, mais non seulement c'est du détournement de mineurs, mais il faut considérer que le consentement des moins de 15 ans n'existe pas, et que donc quand une gamine dit « je consens à me prostituer », c'est bidon, quand elle a moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement. Et deuxièmement, c'est considéré quand un client paye une prestation sexuelle, c'est du viol. C'est un viol.
Donc c'est 75 000 € d'amende et c'est minimum 7 ans de prison. Ça n'est jamais appliqué. Et Jamais. pourquoi? Qu'est-ce que vous disent les policiers quand vous leur posez la question? Alors, non seulement c'est les policiers qui nous le disent, de la brigade des mineurs, parce qu'après on a travaillé avec la brigade des mineurs de Marseille, la brigade Proxo de Marseille, on a continué à travailler avec d'autres brigades et d'autres services et d'autres juges pour enfants, et tous vous disent la même chose. Mais tous vous disent la même chose. Et nous, on assiste au procès. C'est-à-dire qu'à Marseille, moi, j'ai assisté à un procès où j'étais devenu fou, je vais vous le raconter, une gamine de 13-14 ans, qu'on appelle Clara dans notre livre, qui est victime d'un mec qui se fait passer pour un médecin, alors que le gars a une cinquantaine d'années, marié, 3 enfants. Il travaille dans une organisation humanitaire pour les demandeurs d'asile. Ça va être gonflé. Et donc, il a mis cette gamine sous son emprise. Et pendant 3 mois... Ça veut dire quoi, sous son emprise? Ça veut dire qu'il a travaillé pour lui, quelque part? Non, mais il a payé et il la mettait sous son emprise parce qu'il a payé soit en cocaïne, soit en argent liquide, soit en alcool. Pour être son objet sexuel. Voilà, clairement. Pour être son objet sexuel. Et donc, ce mec-là, finalement, comme elle a entendu par un juge pour enfants, par une enquêtrice de la brigade des mineurs, par une juge du parquet mineur à Marseille qui est extraordinaire, je la cite, Agnès Rostocker, qui dit « il faut que tu déposes plainte ». Et elle dépose plainte, donc ce mec déboule en comparution immédiate. J'assiste au procès, je suis assis à côté de Clara, à côté de la juge. Il y a beaucoup d'étudiants de droit qui assistent au procès. Et puis, il y a le prévenu, donc le gars qui a mis sous son emprise cette jeune fille. Et le procès est très, très dur pour lui. Et je me suis dit, il va prendre cher, très cher. À un moment donné, même le procureur de la République, il s'énerve, et je vais répondre à votre question. Il dit, vous n'allez quand même pas, il tourne l'ordinateur vers la salle, vers le public, vers les journalistes. On voit la petite Clara qui a 13 ans, qui a une robe toute courte, des bras menus, des toutes petites jambes, et c'est une enfant. Et là, il hurle le procureur de la République en s'adressant au prévenu, vous n'allez quand même pas me faire croire que cette gamine a 18 ans. Et là, le gars, c'est sidérant, il dit, mais c'est pas elle la victime, c'est moi. Ah oui. Il dit, pourquoi? C'est vous? Parce qu'elle m'a fait croire qu'elle avait 18 ans, etc. Et là, il revient à la charge en disant, elle m'a menti, c'est moi la victime, ça se passe en 10 minutes. Là, le procureur, il dit, attendez, c'est pas vrai, ça fait 2 mois que ça dure, vous lui filez de la cam, de la cocaïne, vous la payez, vous donnez de l'alcool. Tout ça a été tracé. Voilà. Et là, je me suis dit, il va prendre cher. Et là, il se prend 2 ans, dont 1 an de sursis probatoire, c'est-à-dire un bracelet. Il ressort libre. Moi, je suis à côté de Clara. Clara est interviewée par un journaliste de France 3 à Marseille, et elle est en larmes. Et elle dit donc, ce type m'a violée pendant des mois, il ressort libre, et moi, qu'est-ce que je veux devenir? Et là, il se passe un truc, je vous jure. Moi, j'ai failli péter les plombs, parce que il y a des moments quand même où c'est violent, puis de voir Clara dans cet état-là, pour nous, on adorait cette gamine-là. On sort du tribunal et on croise le prévenu. Et comme il m'avait vu sur le banc de la presse à côté de Clara, j'arrive et Clara me prend le bras. Elle me dit, ne fais rien, Claude, ne fais rien. Ne fais rien. L'air de dire, je vais lui en tirer une. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Et au moment où je le croise, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, il me regarde, il me fait... Waouh. Là, impunité totale. Ça veut dire que... Ouais, salaud, quoi. Ouais. Je lui ai dit, je me suis retourné, je lui ai dit, espèce d'ordure. Quoi. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Et donc, des choses comme celle-là, on les a vécues au moment où on a fait notre bouquin. On a rencontré d'autres flics de la brigade Proxo. On est resté quand même en immersion pendant 5 jours à la brigade Proxo, où là, c'était le pompon. Alors, juste avant de revenir, qu'est-ce qu'elle est devenue, Clara, depuis? Est-ce qu'elle a définitivement coupé avec cette vie? Elle a coupé parce que c'est malheureux, enfin c'est malheureux, c'est bien heureux et malheureux à dire. C'est-à-dire qu'on l'a pris plus ou moins en charge, on s'est occupé d'elle, on lui a donné les conseils, on lui a dit dès que tu as un problème, tu nous appelles. Donc elle nous appelait régulièrement en disant je vais pas bien, je flippe, je m'angoisse, etc. Elle est dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, mais là elle a décidé elle veut être psychologue pour se mettre au service des autres. Et donc, elle a retrouvé un cursus scolaire à peu près normal. Elle a arrêté tout ce qui était les addictions. Et puis, elle s'en sort. Mais, et c'est là où vous dites que ces gamines sont des victimes absolument incroyables, est-ce que l'ASE lui a fait croire ou est-ce que l'ASE n'était pas au courant de l'aide sociale à l'enfance? Mais cette gamine, normalement, sa mère était morte 10 ou 12 ans plus tôt. Et c'est pour ça qu'elle avait été adoptée par une famille française. Et quand on la voit l'année dernière, elle découvre qu'en fait, sa mère est toujours en vie.
Oh là là, ouais. Et donc c'est un choc qui est terrible pour elle. Donc là, on l'a très encadrée en lui disant, écoute, si tu veux retourner, parce qu'elle était d'origine bulgare, voir ta maman pour retrouver tes racines, etc. Alors, après, nous, on a un peu lâché l'affaire parce qu'on lui a dit, maintenant, c'est à elle de se débrouiller. Mais des gamines comme ça, il y en a peu. Elle était vraiment Qui extraordinaire. s'en Ouais. sortent, Une façon de s'exprimer, une intelligence qui s'en sortent, puis une volonté. Il n'y en a pas beaucoup, mais des gamines qui étaient dans cette situation-là, on en a rencontré des dizaines. Ouais. Des dizaines. Il y a eu des situations très violentes. Par exemple, vous m'avez raconté à Nice, c'est digne d'un film ce qu'a vécu cette gamine. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où elle s'échappe? Parce qu'en fait, vous dites, si elles n'ont plus de lien avec leur famille, c'est parce que parfois, les fameux lover boys les coupent du monde en les privant de téléphone, etc. Ouais. Parce qu'il y a vraiment deux types. Il y a celles qui le font de manière consentie, entre guillemets, et puis celles qui tombent dans un engrenage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment elles tombent dans cet engrenage où elles deviennent vraiment des pures victimes? Alors l'engrenage, il se referme en 48 ans. On l'avait vu à la brigade Proxium, mais on l'avait vu déjà avant. C'est-à-dire qu'il y a la séduction. Les mecs sont des beaux gosses, d'ailleurs pas beaux, mais ils leur promettent des vacances, etc. L'histoire qu'on va raconter de notre documentaire, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une gamine... je ne sais plus comment on va l'appeler, peu importe, qui habite à Rouen. Elle correspond avec un mec sur un réseau social dont le pseudo est pas vu, pas pris, qui lui dit « Viens à Marseille, on va faire la fête, on va boire des coups, le rap, Jules, le stade Vélodrome, etc. » Et la gamine, elle part avec sa meilleure copine, elle a 14 ans, avec l'autorisation de sa mère. Et donc, elle déboule à Marseille, elle rentre dans un appartement, l'appartement est vide, le pas vu, pas pris s'esquive, et il y a deux mecs qui arrivent. Il y en a un qui s'appelle T'inquiète et l'autre qui s'appelle l'Ours. Donc vous voyez un peu, le pseudo, on le sait parce qu'on a récupéré les procès-verbaux. Là, on prend le portable, on prend les papiers, on prend l'argent liquide, on les fait dormir dans l'appartement qu'on ferme à triple tour, on leur fait comprendre que ça va mal se passer, on leur dit pas tout de suite vous allez vous prostituer. Là arrive un certain nombre d'autres personnes. Il y a celui qui va les sécuriser, entre guillemets, celui qui va les conduire en voiture, celui qui va choisir un Airbnb par téléphone, celui qui va faire leur fiche indicative pour les réseaux sociaux, là en l'occurrence c'est Sex Model. Donc vous avez une équipe de 5, 6, 7 personnes, entre 17 et 25 ans, qui va prendre, mais vraiment en étau, ces gamines, qui va les étouffer littéralement, et là démarre un périple absolument délirant. C'est-à-dire qu'on va les contraindre à se prostituer à Marseille, d'abord, ensuite à Nice, après à Saint-Étienne, à Grenoble. Elles font une espèce de tour de France dans des Airbnb, des hôtels minables. Et les voyous, ce sont des crapules, nous on les appelle les bourreaux dans notre documentaire, les séquestrent, les tapent, les fracassent, leur mettent la tête dans la cuvette des chiottes quand elles refusent de se prostituer, les brûlent avec des cigarettes sur les avant-bras, et les cognent. On rappelle l'âge parce que... Entre 13 et 17 ans. C'est incroyable. Elles sont toutes mineures. Et donc, elles ne peuvent pas s'échapper, elles n'ont plus de papier, elles n'ont plus de portable, elles n'ont plus rien. Et donc, elles font le tour de France de l'horreur, c'est l'abomination. Et ces mecs, quand nous, on a récupéré les procès-verbaux, on a le droit, puisque ces affaires ont été jugées, vous regardez ce qu'elles subissent, c'est effroyable. C'est des coups, c'est violent, des coups de cravache. Il y a une qui raconte qu'un jour, elle a failli être noyée dans la cuvette des chiottes parce qu'elle en avait marre de se prostituer. Il y en a une cinquième qui dit il m'avait enfermé dans la chambre, il me donnait des coups de poing, des coups de pied à la tête, etc. parce que je refusais de continuer à me prostituer. Parce que ces gamines ne s'étaient jamais prostituées. Et en fait, on ne les repère pas et on n'arrive pas à les retrouver parce que vraiment, ils changent de Airbnb très régulièrement. Voilà. Ils sont très mobiles. Ils sont très mobiles, ils utilisent des téléphones portables qui sont intraçables, ce qu'on appelle les téléphones des dealers. Ils restent 2-3 jours dans un Airbnb pour ne pas se faire repérer, ils changent de bagnole, ils changent d'équipe régulièrement. Donc ces filles, quand elles racontent leur martyr, leur parcours de martyr, elles disent, nous on voyait, et puis y compris des femmes qui ont 17, 18 ans pour tenter de rassurer les gamines, etc., mais qui en fait sont des véritables monstres, pires que les mecs. Comment et donc, ça s'arrête un jour, ça? Là, il se passe 3 miracles. Le premier, c'est une jeune fille qui est à Nice, qui se prend des coups, celle dont on met la tête dans la cuvette des toilettes. Et à un moment donné, elle sort, elle dit il faut que je fume une cigarette. Et elle a chopé, c'est pendant le confinement, elle a chopé un masque. Et elle va sur le balcon, elle fume, et sur le masque, avec un bâton de rouge à lèvres, elle met SOS, sauvez-moi, je suis en danger de mort. Et elle a 2 masques, elle en met un sur le balcon du voisin, puis elle en jette un autre dans la rue.
Et en bas, il y a un jeune mec qui la voit, qui regarde et qui comprend qu'il y a danger. Donc il appelle les flics. C'est un miracle. Donc les flics arrivent, ils arrêtent les 2-3 mecs qui faisaient partie du même groupe, itinérant. La deuxième chose, c'est incroyable, c'est les jeunes filles qui n'en peuvent plus de prendre des coups, qui savent qu'elles vont mourir à un moment donné parce qu'elles prennent des coups sans arrêt, qu'elles sont en danger de mort permanent. Elles se jettent du 2e étage de l'endroit où elles ont été séquestrées. Donc fracture d'un malléole, fracture du tibia, fracture du pied, fracture de on voit la détresse Donc absolue. elles courent et elles vont au premier commerce pas très loin, 200 mètres, et là on leur dit gendarme déboule. Troisième chose, c'est celle qui est à l'origine de l'affaire, qui avait réussi à correspondre plus ou moins avec sa mère, qui avait quitté Rouen pour venir à Marseille. Et après avoir fait un périple abominable de l'horreur, elle arrive au péage de Lançon de Provence. Ses bourreaux vont faire de l'essence. Elle dit « j'ai mes règles, il faut que j'aille dans la salle de bain, dans les toilettes ». Donc elle se réfugie. Je pense qu'elle prend, avec la complicité du gérant de la station-service, son téléphone portable, elle s'enferme, elle téléphone aux gendarmes en disant « venez me chercher, je vais mourir ». Et là, les filles qui accompagnent les bourreaux entendent qu'elle est en train de parler à quelqu'un au téléphone, elle tombe bourrine, elle commence à vouloir fracasser la porte. On a les images, puisqu'on a les images de vidéosurveillance. Vidéosurveillance qui sont dans le documentaire. Et là, le gendarme arrive en 5 minutes. Et il chope tout le monde. Deuxième miracle. Voilà. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est ça qui à la fois me rassure, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est que ces gars-là vont être jugés en première instance à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ils prennent les 2 principaux, la T'inquiète et l'Ours, ils prennent 17 et 15 ans, ce qui est déjà énorme. Les autres, ils prennent 10-12 ans. Mais ces couillons-là, pardonnez-moi, ils font appel. Et donc, ils sont jugés à la cour d'assises de Nice en 2024. Là, le procès dure 3 semaines. Et ils sont tellement abrutis, arrogants, méchants, bêtes, etc., que parfois, ils refusent, mais ça arrive de plus en plus souvent, de sortir des geôles pour aller témoigner devant la cour d'assises. Et donc, nous, on interroge la présidente de la cour d'assises, je peux la citer parce qu'elle sera dans le film, Anne-Valérie Lablanche, elle me dit « ces mecs-là étaient odieux ». Et donc on s'est dit « il faut qu'on tape très, 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 très fort ». Outre ce qu'elle avait découvert dans le dossier, c'est-à-dire des abominations, des mises en danger de mort en permanence. Et là, ils prennent 25 ans et 23 ans de prison. Et donc ce qui a été fabuleux pour nous, c'est qu'il y a un flic qui s'appelle Lucas, de la brigade Proxo, qui a mené toute l'enquête avec ses collègues de Nice, Saint-Étienne, de Grenoble. Ils ont réussi à faire une espèce de réseau très homogène pour retrouver très très vite les bourreaux. Le juge, Karim, extraordinaire, qui témoigne à visage découvert. Et Anne-Valérie Lablanche qui dit « moi, vous pouvez me faire dire tout ce que vous voulez. » Paf, j'ai tapé et c'est l'un des plus beaux procès de mon existence. Parce que 25 ans et 23 ans, dans l'histoire criminelle française, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça part de Marseille. Ça revient à Marseille avec un juge d'instruction de Marseille, un flic de Marseille, une juge de Nice, parce que ça a été jugé en appel. Et là, nous, on est assez satisfaits parce qu'on a réussi à faire parler celle qui est à l'origine de l'affaire, la gamine, qui a 50 plus, donc qui est majeure, et son avocate, qui est une spécialiste de ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle des mineurs aujourd'hui, qui dit « mais j'ai jamais vu un dossier aussi monstrueux ». Mais des dossiers comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Est-ce que, pour conclure, 10 ans après, vous vous dites on va vers le mieux, ou est-ce que ça va continuer à être exponentiel? On est à 20 à 30 000, on dit. Oui, alors les chiffres de la CPE, l'Agir contre la protection des enfants, c'est 20 000. Nous, on s'est rapprochés parce que maintenant, les langues se délient. Les profs parlent, les chefs d'établissement parlent, même le ministre parle, les juges parlent. Nous, on a assisté à des audiences qui étaient terrifiantes. Donc, quand vous assistez à des audiences, vous voyez la réalité des choses. Bon, donc, l'âge moyen, quand on fait le film pour France 5, c'est 15 ans. Aujourd'hui, c'est 13 ans et 6 mois. 10 ans plus tard. La plus jeune des prostituées qu'on a rencontrées dans les couloirs du tribunal de Marseille, elle avait 11 ans. Les narcotrafiquants se sont emparés de l'exploitation sexuelle des mineurs parce qu'ils risquent moins s'ils se font attraper pour la prostitution que pour le trafic de stupes. Donc il y a une forme d'industrialisation. Il y a une industrialisation et puis il y a un phénomène qui est terrifiant, c'est le je m'en foutisme des politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les gamines des foyers de l'aide sociale à l'enfance ou les gamines de bonne famille ou peu importe, vu leur âge, vu le nombre considérable de gamines, etc., moi j'ai le sentiment que les politiques ne sont absolument pas à la hauteur
Et en 2018, on avait entendu 2 députés qui faisaient partie d'une commission parlementaire qui nous avaient fait rencontrer d'autres députés, alors surtout des mecs. Et les mecs nous avaient dit, mais ces gamines-là, là, nous on préfère qu'elles soient devant leur écran d'ordinateur plutôt que de faire les putes dans la rue. J'ai dit, c'est ça votre remarque? Je crois que 10 ans après, dans la mentalité de certains politiques, la majorité, alors il y a de plus en plus de députés femmes maintenant qui s'en occupent, mais le problème est pire qu'il y a 10 ans. C'est quoi la solution? Parce que... La solution, c'est faire des lois, déjà. Et puis, il y a un truc quand même qui est assez terrifiant. Vous avez des lois, on en fait, visiblement, elles ne sont pas appliquées. Un site qui s'appelle Sex Model. Mais comme Coco. Coco, c'est le site où les mecs allaient prendre des renseignements de l'affaire Pellico. Bon, Coco a été supprimé. Vous avez un site aujourd'hui qui est un site européen, donc un peu comme un site dans un paradis fiscal qui s'appelle Sex Model. Vous avez toutes les gamines françaises, et ça, nous, on en a eu la preuve par les brigades pro, brigades des mineurs. Toutes les gamines sont là. Pourquoi on n'interdit pas ce site ? Eh ben, on va rester sur cette question. Et en tout cas, j'espère que les parents qui nous regardent, on a parlé tout à l'heure des signes avant-coureurs, du fait de parler beaucoup avec ses enfants. Et puis, on a aussi parlé, j'espère, aux plus jeunes de cette horreur qu'elles peuvent vivre en ayant l'impression de jouer au début. Mais c'est un jeu très, très dangereux, on l'a bien compris. Si on veut approfondir, il va y avoir ce documentaire qui sort quand? Est-ce qu'on a déjà une... Alors, sera en 2027. Nous, on a commencé à tourner. On a des témoignages qui sont bouleversants, de gamines de 13 ans qui racontent des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant l'interview, on a pleuré. Ouais. Mais quand je dis pleurer, c'est-à-dire avec ma consoeur Nadège, le chef opérateur qui n'arrivait plus à tourner, et la présidente de l'association de nos ados oubliés, qui travaille à la fois à Toulouse et à Marseille, qui était en larmes. Ouais. Parce que c'était terrible ce qu'elle nous racontait. Et quand vous avez une gamine de 13 ans qui vous raconte l'horreur qu'elle vit avec des mots qui étaient magnifiques, qui s'exprimaient très très bien, avec une lucidité, vous vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. Et si on a envie de voir ce documentaire, on vous tiendra au courant. Ça passera également sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous, Claude. À cœur perdu, c'est le livre que vous avez signé avec Nadège Hubert, dont on a beaucoup parlé et qu'on salue aussi dans cette émission. Merci pour le travail que vous faites et le travail aussi humain, on l'a bien compris, que vous faites aussi avec ces familles et ces enfants. Ils ont en moyenne 13 ans, on le rappelle. Merci encore à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres confidences sur France.tv et sur YouTube. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.